Je m'appelle Élise Moreau, une femme de 35 ans qui a toujours cru que la vie à Paris était un rêve éveillé. Chaque matin, je me réveille dans notre appartement haussmannien du quartier Saint-Germain-des-Prés, où les hauts plafonds moulurés et les fenêtres donnant sur la Seine me rappellent pourquoi j'ai choisi cette ville. Les rayons du soleil filtrent à travers les voilages légers, projetant des motifs dansants sur le parquet ancien, usé par des générations de pas. Je m'étire, sentant l'odeur du café frais que je prépare moi-même, car Antoine, mon mari, est déjà parti pour son bureau dans la tour de la Défense. Il est cadre supérieur dans une banque d'investissement, un de ces hommes en costume impeccable qui jonglent avec des millions comme s'il s'agissait de pièces de monnaie. Moi, je suis graphiste dans une agence créative nichée au cœur du Marais, un quartier vibrant de galeries d'art et de boutiques branchées. Mes journées sont remplies de couleurs et de formes, je conçois des logos pour des marques de mode, des affiches pour des expositions, des interfaces numériques qui captivent l'œil. J'adore ce travail, il me permet d'exprimer une créativité que j'ai cultivée depuis l'université, où Antoine et moi nous sommes rencontrés lors d'une soirée étudiante bruyante, pleine de rires et de promesses. Notre vie semble idyllique vue de l'extérieur. Nous avons un cercle d'amis fidèles, 9 couples que nous connaissons depuis des années, des anciens camarades de fac, des collègues devenus complices, des voisins avec qui nous partageons des week-ends à la campagne. Nous organisons souvent des dîners chez nous, ces soirées où le vin rouge coule à flot, où les conversations s'enflamment autour de politique, d'art ou de voyage. L'appartement se remplit alors de l'arôme des plats que je cuisine avec soin, coq au vin mijoté pendant des heures, des fromages affinés disposés sur un plateau en marbre, des desserts légers qui font fondre les invités. Antoine est toujours le centre d'attention, avec son charisme magnétique, ses anecdotes drôles sur ses négociations financières, ses toasts portés d'une voix assurée. Moi, je suis en retrait, souriante, veillant à ce que chacun ait son verre rempli, savourant ces moments de convivialité qui masquent les petites fissures de notre quotidien. Mais sous cette surface polie, une tension sournoise commence à s'insinuer, comme un courant froid sous les eaux calmes de la Seine. Cela a commencé il y a quelques mois, presque imperceptiblement. Antoine rentre de plus en plus tard, prétextant des réunions interminables ou des dîners d'affaires avec des clients exigeants. Son téléphone vibre constamment, même pendant nos repas en tête-à-tête, et il s'empresse de le consulter, un sourire fugace aux lèvres qui me laisse perplexe. « C'est le travail, chérie, tu sais comment c'est », dit-il en haussant les épaules, sans lever les yeux de l'écran. Ses compliments, autrefois si généreux, « Tu es la plus belle femme de Paris », murmurait-il en m'embrassant dans le cou, se font rares, remplacés par des remarques acerbes qui me piquent comme des aiguilles. « Tu pourrais faire un effort pour ton apparence, Élise. Tu ressembles à une employée de bureau fatiguée après une longue journée », lance-t-il un soir en rentrant, jetant un regard critique sur ma robe simple et mes cheveux attachés en chignon négligé. Je ris pour désamorcer, attribuant cela à son stress professionnel, à la pression des marchés financiers qui le rend irritable. « C'est rien, je suis juste épuisée par ce projet deadline, réponds-je, mais au fond de moi, une petite voix murmure que quelque chose cloche. Notre mariage, qui a débuté il y a 10 ans dans une petite église de Provence sous un ciel azur, était autrefois une passion ardente. Nous voyagions spontanément, un week-end à Venise, une escapade à la Côte d'Azur où nous nous promenions main dans la main sur les plages de Galets. Antoine me surprenait avec des bouquets de roses sauvages, des notes d'amour glissées dans mon sac. Mais maintenant, la routine s'est installée comme une couche de poussière sur nos souvenirs. Les dîners romantiques se transforment en repas silencieux devant la télévision, où ils zappent distraitement entre les chaînes d'information économique. Quand je tente d'initier une conversation intime, il élude, « Pas ce soir, Élise, je suis crevée. » Ces absences prolongées me laissent seule avec mes pensées, errant dans l'appartement vide, écoutant le tic-tac de l'horloge ancienne que nous avons achetée ensemble lors d'un vide-grenier. Je me surprends à fixer les photos de nous sur les étagères, notre mariage radieux, nos vacances en Italie, et à me demander où est passée cette complicité. Pourtant, je m'accroche à l'idée que c'est passager. Peut-être est-ce la crise de la trentaine qui le ronge, ou la compétition féroce dans son milieu professionnel. Je me convainc que notre amour est solide, bâti sur des fondations profondes. Ce soir, par exemple, nous recevons nos 9 meilleurs amis pour un dîner. J'ai passé la journée à préparer un bœuf bourguignon traditionnel, faisant mijoter la viande dans du vin rouge avec des oignons perlés et des champignons frais achetés au marché de la rue Claire. L'odeur embaume l'appartement, un mélange réconfortant de thym et de laurier qui me remplit d'espoir.
Peut-être que cette soirée ravivera la flamme, que les rires partagés effaceront les tensions récentes. Je dresse la table avec soin, nappe en lin blanc, verre en cristal qui teinte doucement, bougie parfumée qui projette une lueur chaude sur les murs tapissés de livres. Antoine arrive en retard, comme d'habitude, son attaché-caisse à la main, l'air distrait. Désolé, réunion qui s'est éternisée, marmonne-t-il en déposant un baiser distrait sur ma joue. Son téléphone vibre à nouveau dans sa poche, et il le sort brièvement, un éclat fugace dans les yeux avant de le ranger. Les invités arrivent un à un, Marie et Julien, nos amis de fac, avec leur humour pétillant, Sophie et Paul, les voisins artistes qui apportent toujours une bouteille de champagne, les autres couples, tous complices de nos aventures passées. L'appartement s'anime de conversations animées, on parle du dernier film de Cannes, des expositions au Louvre, des projets de vacances en Grèce. Je sers les apéritifs, des olives marinées et du pâté maison, en souriant aux compliments sur la décoration. Antoine, assis en bout de table, joue son rôle à la perfection, racontant une anecdote hilarante sur un client excentrique. Mais je remarque ses regards fuyants, la façon dont il consulte discrètement sa montre, comme s'il était pressé d'être ailleurs. La tension monte imperceptiblement en moi, comme un orage qui se prépare au loin, avec des nuages sombres s'amoncelant à l'horizon. Je repousse cette idée, me concentrant sur le moment présent, versant du vin dans les verres, riant aux blagues. Pourtant, au fond de mon cœur, une intuition grandit, les signes s'accumulent, ces petites dissonances qui perturbent l'harmonie apparente. Antoine commande-t-il vraiment tant de travail? Pourquoi ses yeux évitent-ils les miens quand je lui pose des questions anodines? Et ce parfum subtil, pas le mien, qui imprègne parfois sa chemise quand il rentre tard, la soirée progresse, et le bœuf bourguignon est servi, fumant et appétissant. Les invités s'exclament d'admiration, levant leur verre pour un toast. À Élise, la meilleure hôtesse de Paris, lance Marie, et tout le monde applaudit. Antoine joint son verre au mien, mais son sourire semble forcé, ses doigts effleurant à peine les miens. Je sens un froid s'insinuer, une prémonition que cette normalité est fragile, prête à se briser. Mais pour l'instant, je l'ignore, m'immergeant dans les rires et les anecdotes, espérant que la nuit effacera les ombres. Paris brille dehors, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin, mais dans mon esprit, une tempête couve, attendant son moment pour éclater. Les jours suivants, ce dîner mémorable passe comme un brouillard parisien, dense et oppressant, où la routine reprend son cours implacable, mais avec des fissures qui s'élargissent imperceptiblement, comme des craquelures sur une porcelaine fine. Je me réveille chaque matin avec un poids sur la poitrine, un résidu de la soirée précédente où les rires avaient masqué les tensions. Antoine, fidèle à ses habitudes, part tôt pour son bureau, laissant derrière lui l'odeur de son aftershave et un baiser distrait sur mon front. « Bonne journée, chérie », murmure-t-il, mais ses mots sonnent creux, comme un écho dans un couloir vide. Je me prépare pour ma propre journée à l'agence, choisissant une tenue qui me semble élégante, une jupe crayon noir et un chemisier en soie bleu pâle, mes cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Mais ce matin-là, alors que je m'observe dans le miroir de notre salle de bain aux carreaux art déco, Antoine réapparaît soudain, son café à la main, et pose un regard critique sur moi. « Cette robe te fait paraître vulgaire, Élise. Change-toi, on dirait que tu vas à un rendez-vous galant plutôt qu'au travail », lance-t-il d'un ton sec, comme si c'était une évidence. Ses yeux, habituellement pétillants, sont froids, calculateurs. Je sens un pincement au cœur, une vague de confusion m'envahir. Mais, c'est une jupe, pas une robe, et je la porte souvent au bureau, proteste-je faiblement, ma voix tremblant légèrement. Il hausse les épaules, impatient. Justement, fais un effort pour varier. Tu ne veux pas que tes collègues te voient comme une femme négligée, n'est-ce pas? Ces mots me transpercent, semant le doute. Pour éviter le conflit, j'obéis, troquant ma tenue contre un tailleur pantalon plus conservateur, gris et austère. En descendant les escaliers de l'immeuble, je me sens diminuer, comme si ces paroles s'étaient insinuées sous ma peau, grignotant ma confiance. À l'agence, entourée des murs blancs et des écrans lumineux où mes collègues brainstorment autour de moodboards colorés, je suis distraite. Mes doigts hésitent sur la tablette graphique, et je rate une deadline mineure. « Tout va bien, Élise ? Tu sembles ailleurs ?» me demande ma chef, une femme dynamique aux lunettes trendy. Je souris faussement. Oui, juste une nuit courte. Mais intérieurement, je rumine,
Pourquoi ai-je cédé si facilement? Pourquoi ces critiques me touchent-elles autant? Le soir venu, la tension s'amplifie. Antoine rentre plus tard que d'habitude, son costume froissé, une trace de fatigue ou d'autre chose? Sur le visage. Nous dînons dans notre cuisine moderne, avec vue sur les toits ancés de Paris, éclairés par les lumières des réverbères. J'ai préparé un simple poulet rôti aux herbes, espérant un moment de paix. Mais à peine assis, il goûte et grimace. Ton dernier projet à l'agence est médiocre, Élise. Tu n'as plus l'inspiration d'avant, on dirait que tu te contentes du minimum. Ces mots tombent comme une sentence, sans préambule. Je défends mes idées avec ferveur, c'est un concept innovant pour la marque, avec des éléments interactifs qui... Mais il balaie mes arguments d'un geste dédaigneux de la main. Écoute, je connais le monde des affaires. Ça ne passera pas, concentre-toi sur ce que tu sais faire. Humilié en privé cette fois, je ravale ma colère, sentant les larmes monter. Pourquoi minimise-t-il mes accomplissements? Mon travail, que j'aime tant, devient soudain un terrain miné. Puis, un soir pluvieux, alors que la pluie martèle les fenêtres comme un rythme funèbre, je trouve son téléphone laissé ouvert sur la table basse du salon. L'écran allumé affiche un message: « Rendez-vous ce soir, ma chérie. Ne sois pas en retard. » Mon cœur se serre violemment, comme pris dans un étau. Les mots dansent devant mes yeux, flous sous l'effet du choc. Ma chérie? Ce n'est pas mon numéro. Antoine entre dans la pièce à cet instant, voit l'écran et son visage se durcit. Il arrache le téléphone de mes mains. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? C'est du travail, une collègue qui plaisante, crie-t-il, ses veines saillant sur son cou. Sa colère est si vive que je recule, confuse et apeurée. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès, balbutie-je, les mains tremblantes. Il se calme soudain, pose une main sur mon épaule, mais son toucher est froid. Fais-moi confiance, Élise. Ne laisse pas la paranoïa ruiner notre couple. Je hoche la tête, m'excusant encore, mais le doute s'installe comme un poison lent, diffusant dans mes veines. Était-ce vraiment une collègue? Pourquoi ce ton intime? Les signes s'accumulent ensuite, comme des nuages noirs s'amoncelant avant l'orage. Ces sorties nocturnes se multiplient, dîner d'affaires avec un client important, prétexte-t-il en enfilant son manteau, évitant mon regard. Je reste seul dans l'appartement, les lumières tamisées ne chassant pas les ombres de mes pensées. Un week-end, nous avions prévu une escapade à la campagne, dans une petite auberge normande où nous allions autrefois cueillir des pommes et nous promener dans les vergers automnaux. J'avais réservé, excité à l'idée de renouer avec notre intimité perdue. Mais la veille, Antoine annule abruptement, urgence professionnelle, un deal qui pourrait changer ma carrière. Son ton est ferme, sans appel. Déçu, je cache mes larmes, feignant la compréhension. Bien sûr, le travail passe en premier. Il part, me laissant seul avec un sac à moitié fait et un cœur lourd. Je passe le week-end à errer dans Paris, visitant le musée d'Orsay où les toiles impressionnistes me rappellent des jours plus heureux, mais même les couleurs vives de Monet ne dissipent pas ma mélancolie. Assise sur un banc, face à la Seine gonflée par la pluie, je rumine, pourquoi ces annulations répétées? Est-ce vraiment le travail, ou autre chose? Ces compliments, autrefois si doux, se transforment en manipulations subtiles, comme un venin sucré. Si tu m'aimais vraiment, tu ne poserais pas tant de questions sur mes soirées, dit-il un soir, en me serrant contre lui avec une tendresse feinte. Ces mots me font douter de moi-même, suis-je trop suspicieuse? Trop needy? Je sens la trahison poindre, un serpent lové au fond de mon estomac, mais je la nie farouchement, m'accrochant à l'idée d'un mariage réparable, d'un Antoine qui reviendra à moi. Pourtant, ses regards méprisants me blessent profondément, comme des lames invisibles. Un soir, alors qu'il critique ma façon de ranger les placards, « Tu es si désorganisé, comment fais-tu au travail ?» Je sens une rage sourde monter, mais je la réprime. La nuit, seul dans notre lit king size au drap de coton égyptien, je pleure en silence, les larmes coulant sur l'oreiller, étouffant mes sanglots pour ne pas le réveiller. Je me sens piégée dans cette toile d'émotions, une araignée tissant patiemment son piège autour de moi. Et la tension grandit jour après jour, une pression invisible qui m'étouffe. Au bureau, mes collègues remarquent mon air hagard, mes erreurs inhabituelles dans les designs. Prends une pause, Élise, tu as l'air épuisée,
suggère l'un d'eux lors d'une réunion créative autour d'un tableau blanc couvert de post-it colorés. Je commence à questionner ma propre valeur, suis-je vraiment incompétente, comme il le sous-entend? Antoine, avec son charisme et son assurance, me fait douter de tout, me rendant dépendante de son approbation, comme une fleur privée de soleil. C'est le début d'une descente émotionnelle, où chaque mot est une arme déguisée, chaque geste une chaîne supplémentaire. Les rues de Paris, autrefois source d'inspiration, les cafés animés du quartier latin, les librairies poussiéreuses de Saint-Michel deviennent des décors flous, traversés d'un pas mécanique. Je m'isole, évitant les appels de mes amis, craignant qu'elles ne voient les fissures. Mais au fond de moi, une petite étincelle de révolte commence à scintiller, faible encore, mais persistante. Combien de temps supporterai-je cela? La trahison n'est plus un soupçon, elle est une ombre qui s'allonge, menaçant d'engloutir tout point. Les semaines s'écoulent, et le contrôle d'Antoine s'affine. Il commente mes choix alimentaires, tu devrais surveiller ta ligne, chérie, pour rester attractive, lors d'un déjeuner au bistrot du coin, où les odeurs de croissant chaud contrastent avec l'amertume de ses paroles. Je perds l'appétit, picorant dans mon assiette. Ces manipulations émotionnelles deviennent un art, il alterne entre froideur et moments de tendresse calculés, me gardant en équilibre précaire. Un soir, après une dispute sur une facture que j'ai oubliée, il me dit, sans moi, tu serais perdue, Élise. Reconnais-le. Et je le fais, intérieurement, me sentant petite, insignifiante. Mais la nuit, dans l'obscurité, mes pensées tourbillonnent comme les feuilles mortes balayées par le vent d'automne sur les boulevards. Je revisite nos souvenirs, notre lune de miel à Bali, où nous dansions sous les étoiles, nos anniversaires célébrés avec des dîners aux chandelles. Où est passé cet homme? La trahison, je le sens, est plus qu'une infidélité potentielle, c'est une érosion lente de mon être. Pourtant, je m'accroche, espérant un miracle, ignorant que la tempête approche, prête à tout balayer. Le point culminant arrive lors d'un dîner chez nous, un de ces soirs parisiens où l'air est chargé d'humidité automnale, et où les lumières des lampadaires se reflètent sur les pavés humides de la rue en bas de notre immeuble. Nos 9 meilleurs amis, ces couples que nous chérissons depuis l'université, des liens forgés dans les amphithéâtres bondés de la Sorbonne et les cafés enfumés du quartier latin ont été invités pour une soirée que j'espérais mémorable. J'ai passé toute la journée à cuisiner, transformant notre cuisine en un atelier alchimique où les arômes se mêlent comme une symphonie olfactive. Le plat principal est un suprême de volaille aux morilles, une recette sophistiquée que j'ai perfectionnée après des heures de lecture de livres de cuisine anciens, chinés dans les bouquinistes le long de la Seine. Les champignons frais, achetés ce matin au marché d'Aligre, mijotent dans une sauce crémeuse infusée de vin blanc sec, tandis que des légumes de saison, carottes glacées et asperges vertes complètent l'ensemble. J'ai veillé à chaque détail, les herbes ciselées avec précision, le bouillon réduit jusqu'à la perfection, pour impressionner non seulement nos invités, mais aussi Antoine, dans l'espoir ténu de raviver une étincelle dans notre relation chancelante. La table est dressée avec une élégance qui reflète mon désir de perfection, une nappe en damassé ivoire, héritée de ma grand-mère, recouvre le bois poli de notre table en chêne massif. Les assiettes en porcelaine fine, ornées d'un motif floral discret, sont disposées avec symétrie, flanquées de couverts en argent qui brillent sous la lueur des chandelles parfumées à la vanille. Des verres en cristal taillé attendent le vin, un Bordeaux grand cru que Antoine a sorti de notre cave, une bouteille qu'il gardait pour une occasion spéciale. Des fleurs fraîches, des roses thé et des lys blancs, trônent au centre dans un vase en cristal de baccarat, diffusant un parfum subtil qui se mélange à l'odeur réconfortante de la cuisson. Je porte une robe noire fluide, cintrée à la taille, avec un collier de perles que Antoine m'a offert pour notre 5e anniversaire, un rappel amer de jours plus heureux. Mes cheveux sont lâchés en ondas souples, et j'ai pris soin de mon maquillage pour masquer les cernes de fatigue accumulées. Les invités arrivent un à un, apportant avec eux une vague de joie et de familiarité qui réchauffe l'atmosphère. Marie et Julien, nos amis de longue date, entre les premiers, Marie avec son rire contagieux et un bouquet de marguerites sauvages. Élise, ça sent divinement bon ici. Tu nous gâtes encore, s'exclame-t-elle en m'embrassant sur les 2 joues. Suivent Sophie et Paul, les artistes du groupe, avec une bouteille de champagne pétillant et des anecdotes sur leur dernière exposition à Beaubourg. Les autres couples affluent, Claire et Thomas, les intellectuels qui débattent toujours de philosophie, Isabelle et Marc, les globetrotters avec leurs histoires de voyage en Asie, et enfin, les derniers, Anne et Olivier,
les parents d'un petit garçon qui nous montrent fièrement des photos sur leur téléphone. L'appartement s'anime de conversations animées, on parle du dernier scandale politique, des expositions au Grand Palais, des plans pour les fêtes de fin d'année. Antoine est charmant au début, comme à son habitude, versant le vin avec un sourire conquérant, racontant une blague sur son dernier voyage d'affaires à Londres qui fait rire l'assemblée. Il porte un costume sur mesure, sa cravate desserrée pour un air décontracté, et ses yeux pétillent sous les lumières tamisées. Je me sens presque rassurée, observant depuis la cuisine où je finalise les entrées des tartines de foie gras sur pain grillé, garnies de figues confites. Mais l'humeur d'Antoine change subtilement quand je sers le plat principal. Les assiettes fumantes sont distribuées avec soin, et les compliments fusent. Élise, c'est un chef-d'œuvre. On se croirait dans un restaurant étoilé, dit Paul en humant l'arôme. Je souris, rougissante, sentant une bouffée de fierté m'envahir. Antoine prend sa fourchette, goûte une bouchée, et soudain, son visage se tord en une grimace exagérée, comme s'il avait mordu dans du vinaigre pur. Il repose bruyamment ses couverts, attirant tous les regards. D'une voix forte, résonnante dans le silence relatif de la pièce, il lance « Même un porc ne mangerait ce que tu as préparé, quelle honte ! Je vais devoir demander à ma maîtresse de te donner quelques cours. » Les mots claquent comme un fouet, suspendant le temps. Le silence tombe comme un couperet, lourd et oppressant, engloutissant les rires épars qui flottaient encore. Tous les regards se figent sur moi, un mélange de choc absolu, de pitié maladroite et d'incrédulité. Marie écarquille les yeux, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, Julien pose lentement son verre, comme pour ne pas briser le fragile équilibre, Sophie murmure un « Oh mon Dieu » étouffé. Mon visage brûle, une chaleur infernale montant de ma poitrine jusqu'à mes joues, comme si j'étais exposée nue sous un projecteur impitoyable. Mon cœur bat la chamade, un tambour frénétique dans ma cage thoracique, et je sens mes mains trembler légèrement en tenant le plat de service. Humilié devant ceux qui nous connaissent le mieux, ces amis qui ont été témoins de notre mariage, de nos joies et de nos petites disputes anodines, je sens les larmes monter, un voile brûlant derrière mes paupières. Mais je les retiens, par fierté, par peur de craquer complètement. Les secondes s'étirent, interminables, comme un film au ralenti, le tic-tac de l'horloge murale semble amplifié, le crépitement des chandelles devient un bruit assourdissant, et l'odeur du plat, autrefois appétissante, me donne maintenant la nausée. Antoine rit nerveusement, un gloussement forcé qui sonne faux, comme s'il tentait de transformer l'insulte en blague innocente. Allons, c'était pour rire. Élise sait que je plaisante, dit-il en balayant l'air d'un geste, mais ses yeux trahissent une méchanceté froide, un éclat triomphant qui me glace le sang. Nos amis échangent des regards gênés, mal à l'aise, Olivier tousse pour briser le malaise, un raclement de gorge artificiel qui ne fait qu'accentuer le vide. À l'intérieur de moi, une tempête rage, la trahison est révélée publiquement, mon mariage exposé comme une farce cruelle, un spectacle pathétique où je joue le rôle de l'épouse incompétente et trompée. Je me sens nue, vulnérable, réduite à une ombre de moi-même, comme si Antoine avait arraché le voile de notre intimité pour le piétiner devant un public captif. Les conversations reprennent maladroitement, des murmures hésitants sur le vin ou la météo, mais l'atmosphère est empoisonnée, un nuage toxique qui plane sur la table. Personne n'ose aborder l'incident, et je force un sourire crispé, servant le dessert une tarte tatin caramélisée avec des mains qui tremblent encore. Plus tard, seul dans la cuisine pendant que les invités discutent au salon, je m'appuie contre le comptoir en granit froid, tremblant de rage et de douleur contenue. Les larmes coulent enfin, silencieuses, traçant des sillons sur mes joues. Cette humiliation n'est pas seulement des mots, c'est une lame qui tranche mon estime de soi, une blessure profonde qui saigne intérieurement. Antoine a franchi une ligne irréparable, me piétinant devant le monde, révélant non seulement son infidélité mais aussi son mépris viscéral. Comment ai-je pu en arriver là? Les souvenirs affluent, nos amis nous enviant autrefois, nous voyant comme le couple parfait. Maintenant, je suis l'objet de leur pitié, une femme brisée par un mari cruel. Ce soir-là, alors que les invités partent un à un, avec des au revoir maladroits et des regards compatissants, quelque chose se brise définitivement en moi. Allongé dans le lit conjugal, écoutant la respiration régulière d'Antoine qui feint le sommeil, une graine de révolte est plantée au cœur de la honte. La douleur est lancinante, un feu qui consume mes illusions, mais au milieu des cendres, une étincelle de force émerge. Paris dort dehors, indifférent, ses lumières scintillant comme des étoiles lointaines, mais dans mon esprit,
une résolution naît, je ne laisserai plus cela me définir. L'humiliation publique, cette lame à double tranchant, a non seulement révélé la trahison, mais aussi éveillé en moi une guerrière endormie. Les nuits suivantes seront hantées par ce moment, mais il marque le début d'une transformation, un pivot vers l'inconnu où je réclamerai ma dignité. Les jours suivant l'humiliation publique lors de ce dîner fatidique s'étirent comme un cauchemar éveillé, un voile grisâtre enveloppant les rues animées de Paris que j'aimais tant. L'incident me hante, une ombre persistante qui s'infiltre dans chaque instant de ma vie quotidienne. Chaque matin, en me réveillant dans notre lit au drap froissé, je rejoue la scène en boucle dans mon esprit, le silence glacé de la pièce, les regards choqués de nos amis, les mots cruels d'Antoine résonnant comme un écho interminable. Même un porc ne mangerait ce que tu as préparé. Ces paroles me poursuivent, me réveillant en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant, la sueur perlant sur mon front. Je fixe le plafond aux moulures ornées, écoutant le ronronnement distant de la circulation sur le boulevard en bas, et je me demande comment j'ai pu laisser cela arriver. Au bureau, dans l'agence du Marais où les murs blancs sont couverts de moodboards colorés et d'écrans lumineux, je suis distraite, comme enveloppée dans un brouillard. Mes doigts glissent sur la tablette graphique sans conviction, et je rate des détails dans mes designs, une couleur mal choisie, une composition asymétrique qui n'aurait pas échappé à mon œil affûté auparavant. Mes collègues remarquent mon air absent, lors d'une pause café dans la kitchenette aux arômes de espresso frais, ma chef, une femme aux cheveux courts et à l'énergie contagieuse, me prend à part. Tout va bien, Élise? Tu sembles ailleurs ces derniers temps. Si tu as besoin de parler. Je force un sourire, mes lèvres tremblant légèrement. Oui, juste un peu de fatigue. Un projet personnel qui me préoccupe. Mais intérieurement, la scène du dîner tourne en boucle, une vidéo mentale que je ne peux arrêter. Antoine, de son côté, minimise l'incident avec une désinvolture qui me blesse davantage. Le soir même, alors que je range les vestiges du dîner à assiettes tachées de sauce figée, verre portant encore les traces de lèvres, il s'approche de moi dans la cuisine, posant une main sur mon épaule avec une tendresse feinte. C'était une blague, chérie. Tu es trop sensible, nos amis ont compris que je plaisantais. Ses yeux, habituellement si charmeurs, évitent les miens, et sa voix porte une note d'impatience, comme si c'était moi qui exagérais. Je murmure un « peut-être », mais au fond de moi, une fissure s'élargit. Comment peut-il balayer cela si facilement? Cette blague a révélé une faille béante, une trahison qui va au-delà des mots. Les jours passent, et ses excuses sonnent de plus en plus faux, comme un disque rayé. Il reprend ses habitudes, rentrée tardive, téléphone vibrant en permanence, regard distrait pendant nos repas silencieux. Mais maintenant, chaque geste me semble calculé, une pièce d'un puzzle que je commence à assembler. Une après-midi pluvieuse, alors que la pluie tambourine contre les vitres de l'agence comme un rythme incessant, je reçois un appel de Marie, l'une de nos amies les plus proches, celle qui avait écarquillé les yeux lors du dîner. Nous nous retrouvons dans un café cosy du Marais, aux banquettes en velours usé et aux arômes de pâtisserie chaude. Assise près de la fenêtre embuée, sirotant un latte macchiato mousseux, elle pose sa tasse avec un soupir. Élise, je dois te dire quelque chose. Antoine te manipule depuis longtemps. Ouvre les yeux, ma chérie. Ce n'est pas la première fois qu'il te rabaisse comme ça, même si c'était subtil avant. Ces mots me frappent comme une gifle froide. Elle me rappelle des incidents passés, des remarques sur mon poids lors d'un barbecue estival, des critiques voilées sur ma carrière pendant des soirées, toujours masquées sous un humour apparent. Il te garde sous contrôle, Élise. Ne le laisse pas te détruire. Je rentre chez moi sous la pluie battante, mon parapluie noir luttant contre le vent, les rues pavées glissantes sous mes bottes. Seul dans l'appartement vide, où les échos de nos vies passées résonnent dans les meubles design que nous avons choisis ensemble, je décide d'agir. Antoine est absent, prétextant une réunion. Je m'assois devant son ordinateur portable laissé sur le bureau en acajou, le cœur battant la chamade. Mes doigts tremblent en tapant son mot de passe, celui que je connais depuis des années, notre date de mariage. Je fouille discrètement dans ses emails, scrollant à travers des messages professionnels monotones, jusqu'à ce que je tombe sur un dossier caché nommé « Projet personnel ». Là, des dizaines d'emails à une certaine Sophie, des mots d'amour enflammés, ma douce, je compte les heures jusqu'à notre prochain rendez-vous, des plans de week-end volés, réservons cet hôtel à Deauville, comme la dernière fois.
Des photos jointes, Antoine enlacé avec une femme aux cheveux auburn, riant sur une plage normande. La trahison est confirmée, brutale et irréfutable, une maîtresse depuis des mois, peut-être plus. Mon monde s'effondre en un instant. Je ferme l'ordinateur d'un clic sec, comme si cela pouvait effacer la découverte, et je m'effondre sur le canapé en cuir, les larmes coulant en torrents silencieux. Je pleure des heures, le corps secoué de sanglots, serrant un coussin contre ma poitrine comme un bouclier futile. Comment ai-je pu ignorer les signes? Les rentrées tardives, les parfums étrangers sur ses chemises, les messages suspects. Tout s'aligne maintenant, un tableau clair et accablant. La manipulation émotionnelle devient évidente, comme un voile qui se déchire. Antoine me rabaisse pour me garder sous contrôle, semant le doute sur ma valeur pour justifier ses actes infidèles. Tu es trop sensible, ton travail est médiocre. Ces phrases n'étaient pas des critiques isolées, mais des armes pour m'affaiblir, me rendre dépendante de son approbation, comme une marionnette dont il tire les ficelles. Seul dans l'appartement aux lumières tamisées, je me sens piégée dans une cage dorée, les murs haussmanniens se refermant sur moi. Cette nuit-là, incapable de dormir, je m'installe à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, sous la lueur jaune d'une lampe vintage. Je tape frénétiquement des recherches, relations toxiques, abus psychologiques, signes de manipulation émotionnelle. Les articles défilent, des sites comme Psychologie Magazine ou des forums anonymes où des femmes partagent des histoires similaires. Je reconnais les signes un à un, le gaslighting, où il me fait douter de ma perception, l'isolement subtil, en critiquant mes amis, le contrôle financier voilé, en commentant mes dépenses. Une vague de colère monte en moi, mêlée à une tristesse profonde, comme un océan agité par une tempête. Colère contre lui, pour sa duplicité, contre moi, pour ma naïveté. Mes nuits deviennent agitées, hantées par des souvenirs contrastants, notre passé heureux promenade main dans la main le long de la Seine, rire partagé dans des bistrots enfumés contre le présent amer, un désert émotionnel. Je commence à journaliser mes sentiments dans un cahier à la couverture en cuir, notant chaque instance de contrôle, la fois où il a critiqué ma tenue, les annulations de week-end, les regards méprisants. Page après page, les mots coulent comme un exutoire, transformant la douleur en une cartographie de mon calvaire. Cette conscientisation est douloureuse, une lame qui fouille les plaies ouvertes, mais elle est aussi libératrice, comme un rayon de soleil perçant les nuages après une averse. Je ne suis plus la victime passive, errant dans l'ombre de son charisme, une force intérieure émerge, timide mais tenace, me poussant à affronter la réalité. Pourtant, la peur de l'inconnu me retient, quitter Antoine signifie briser 10 ans de vie commune, affronter le divorce, la solitude, les jugements. Que diront nos amis? Comment survivrai-je financièrement? Antoine sent mon retrait, mon silence grandissant lors des dîners, et il intensifie ses charmes, des fleurs livrées au bureau avec une carte « Je t'aime », pardon pour tout, des dîners improvisés dans des restaurants chics où il me couvre de compliments forcés. Tu es irremplaçable, Élise. Mais maintenant, je vois clair dans son jeu, ses manipulations transparentes comme du verre. Ses yeux, autrefois hypnotiques, me semblent calculateurs, ses gestes, des pièges. La réflexion m'amène à un carrefour existentiel, rester dans cette prison émotionnelle, ou partir vers l'inconnu. Allongé dans le lit, écoutant la pluie nocturne laver les rues de Paris, je pèse les options, le cœur lourd mais l'esprit plus clair. La graine de la révolte germe, prête à éclore, transformant ma vulnérabilité en une armure naissante. Les jours suivants, je marche dans les jardins du Luxembourg, sous les arbres aux feuilles jaunissantes, observant les couples heureux avec un mélange d'envie et de détermination. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je dois changer. La conscientisation n'est pas une fin, mais un début, un pont vers une liberté que j'ose à peine imaginer. La décision mûrit en moi comme un fruit prêt à tomber, gonflé de jus amer accumulé au fil des mois de doutes et de blessures. Les nuits suivant ma découverte des emails à Sophie deviennent un tourbillon d'insomnie, où je fixe les ombres dansantes sur le plafond de notre chambre, écoutant le souffle régulier d'Antoine à mes côtés, un ronflement qui me semble maintenant moqueur, comme s'il se riait de ma naïveté. Paris, dehors, continue son ballet nocturne, les sirènes lointaines des ambulances, le cliquetis des vélos sur les pavés, les lumières des bateaux-mouches glissant sur la Seine comme des fantômes lumineux. Mais à l'intérieur, une tempête fait rage. Je rassemble des preuves en secret, comme une détective dans un roman noir que je n'aurais jamais imaginé vivre.
Capture d'écran des messages incriminants, où Antoine déclare son amour à cette femme inconnue avec des mots qui étaient autrefois les miens, tu es mon soleil, ma raison d'être. J'enregistre discrètement ces critiques acerbes lors de nos disputes, utilisant l'application dictaphone de mon téléphone caché dans ma poche. Tu es pathétique, Élise, toujours à te plaindre pour rien. Je contacte nos amis par message privé, recueillant des témoignages subtils sur son comportement. Marie me raconte comment il l'a écarté lors d'une soirée. Julien avoue avoir vu Antoine avec une femme suspecte lors d'un after-work. Tout cela, je le compile dans un dossier numérique sur mon téléphone, un arsenal émotionnel que je construis patiemment, les doigts tremblants sur l'écran tactile, sous la lueur bleue qui illumine mon visage pâle dans l'obscurité. Un soir, la pression atteint son paroxysme. Antoine rentre ivre, son costume imprégné d'une odeur de parfum féminin et d'alcool bon marché, trébuchant légèrement dans l'entrée aux miroirs anciens qui reflètent son image déformée. Il s'effondre sur le canapé, exigeant des excuses pour ma froideur récente, comme si c'était moi la coupable. Tu me rends la vie impossible, Élise. Avec tes suspicions paranoïaques, tu détruis tout, crie-t-il, sa voix résonnant dans l'appartement aux murs épais qui étouffe habituellement nos secrets. Ses yeux injectés de sang me fixent avec une rage contenue, et pour la première fois, je sens une peur viscérale mêlée à une détermination nouvelle. C'en est trop, les mots jaillissent de moi comme un torrent libéré. C'est toi qui as tout détruit, Antoine. Avec tes mensonges, ta maîtresse, tes humiliations constantes. Il rit, un rire forcé qui masque mal sa panique naissante, mais je reste ferme, mon cœur battant comme un tambour de guerre. Cette nuit-là, je dors sur le canapé, enveloppé dans une couverture en laine douce que ma mère m'a offerte, sentant pour la première fois une étincelle de liberté au milieu du chaos. Le lendemain, ironiquement, un autre dîner est prévu avec les mêmes 9 amis, une tradition mensuelle que nous maintenons malgré les fissures. J'accepte, non par faiblesse, mais par calcul, ce sera le théâtre de ma revanche. Toute la journée, je prépare le repas avec une précision mécanique, mais mon esprit est ailleurs. Dans la cuisine au comptoir en marbre veiné, je hache des légumes frais, carottes croquantes, oignons perlés pour un pot-au-feu réconfortant, mais chaque coup de couteau est une métaphore de ma résolution. L'odeur de bouillon mijotant embaume l'air, un contraste poignant avec la tempête intérieure. Antoine rentre tôt pour une fois, sentant peut-être le vent tourner, et tente de m'amadouer avec un baiser sur la nuque. Ce soir, on forget tout, d'accord, murmure-t-il, mais je m'écarte, un sourire froid aux lèvres. Les invités arrivent, apportant vin et dessert, l'atmosphère initialement joyeuse masquant les tensions sous-jacentes. Marie me lance un regard complice, sachant que j'ai partagé mes découvertes avec elle. Julien serre ma main un peu plus longtemps que d'habitude. La table est dressée avec élégance, chandelles vacillantes projetant des ombres dansantes sur les visages, verre en cristal tintant au gré des toasts. Et la soirée progresse, les conversations fusent sur des sujets légers. Le dernier film de Netflix, les grèves imminentes dans les transports, mais Antoine recommence à me dénigrer subtilement, comme pour tester les os. Élise a encore raté son plat, on dirait. Heureusement que le vin compense, lance-t-il avec un clin d'œil aux invités, provoquant des rires nerveux. Cette fois, je suis prête, une armure invisible forgée dans les larmes des nuits passées. Respirant profondément, je sens l'air frais gonfler mes poumons, chassant la peur. Je souris calmement, un sourire qui masque la fureur bouillonnante, et je sors mon téléphone de ma poche. Je veux que vous voyiez tous qui doit vraiment apprendre une leçon, dis-je d'une voix ferme, surprenant l'assemblée. Antoine blêmit instantanément, son visage passant du rouge de l'alcool au blanc spectral. Non, tout m'est pas cessé d'IA, hurle-t-il, se levant d'un bond, tentant de m'arracher le téléphone des mains. Ses doigts effleurent les miens, mais je recule, trop tard pour lui. D'un geste assuré, je projette les preuves sur l'écran géant de la télévision connectée, une fonctionnalité que nous utilisions pour des films romantiques autrefois. Les captures d'écran défilent, les emails passionnés à Sophie, des photos compromettantes d'eux enlacés dans un hôtel, des enregistrements audio de ses insultes, crachant leur venin dans le silence stupéfait de la pièce. Les amis sont stupéfaits, un murmure collectif de choc parcourant la table comme une onde électrique. Marie couvre sa bouche d'une main, les yeux écarquillés, Paul secoue la tête en disbelief, Isabelle murmure « Mon Dieu, Élise ». Antoine bafouille des excuses incohérentes, son charisme s'effritant comme un château de sable sous la marée. C'est pas ce que vous croyez, une erreur. Élise ment.
Mais les preuves parlent d'elles-mêmes, irréfutables, projetant une lumière crue sur sa duplicité. Je reste ferme, ma voix résonnant avec une force que je ne me connaissais pas. C'est fini, Antoine. Je pars. Tu as brisé tout ce que nous avions. Mon cœur bat fort, un mélange d'adrénaline et de libération m'envahissant comme une vague purificatrice. Sans un regard en arrière, je quitte la table, mes pas résonnant sur le parquet ciré, et je monte dans la chambre. J'empaquette mes affaires avec une efficacité froide, vêtements pliés dans une valise roulante, bijoux dans un sac à main en cuir, documents importants, passeport, contrat de travail glissé dans une pochette. L'odeur familière de notre parfum commun me donne un pincement au cœur, mais je l'ignore, focalisé sur l'avenir. Je m'installe chez Marie pour la nuit, son appartement cosy dans le 11e arrondissement devenant un refuge temporaire, avec ses murs tapissés de livres et son chat ronronnant qui se love contre moi. Ce point de rupture est cathartique, des années de manipulation s'effondrent en une soirée, laissant place à un vide libérateur. Le lendemain, je contacte un avocat spécialisé en divorce, une femme aux yeux perçants rencontrée dans un café du palais de justice, où l'air sent le café fort et les vieux papiers. Vous avez toutes les preuves nécessaires, dit-elle en feuilletant mon dossier, sa voix assurée me donnant de la force. Je bloque les numéros d'Antoine, effaçant ses contacts comme on efface un mauvais souvenir. La peur cède progressivement à la détermination, je me sens puissante pour la première fois, non plus définie par lui, mais par ma propre résilience. Allongée sur le canapé-lit de Marie, écoutant la pluie nocturne laver les rues de Paris, les larmes coulent, un mélange de deuil pour le mariage perdu et de joie pour la liberté naissante. J'ai brisé les chaînes, choisissant ma dignité sur la façade craquelée de notre vie commune. Cette décision marque la fin d'une ère sombre, le début de ma renaissance, un chapitre où je suis l'auteur de mon destin. Les jours suivants, je marche dans les parcs automnaux, les feuilles craquant sous mes pas, respirant l'air frais comme une nouvelle naissance. Antoine tente des appels via des numéros inconnus, mais je les ignore, fortifié par ma résolution. La rupture n'est pas seulement physique, c'est une émancipation de l'âme, un vol vers des horizons inexplorés. Antoine ne lâche pas facilement, comme un prédateur acculé qui montre les crocs dans un dernier sursaut. Les jours suivants ma révélation explosive lors de ce dîner, où les preuves ont éclaté comme un feu d'artifice sombre illuminant ses mensonges, il lance une contre-offensive subtile et désespérée. Installé chez Marie, dans son appartement du 11e arrondissement aux murs peints en ton chaud de terracotta et aux étagères débordant de livres de poésie, je reçois les premiers signes de sa stratégie. Mon téléphone vibre incessamment, des messages de nos amis communs, bombardés par Antoine qui les supplie d'intercéder en sa faveur. Élise, Antoine m'a appelé hier soir, il pleurait au téléphone. Il dit que c'était une erreur passagère, qu'il t'aime plus que tout, m'écrit Julien dans un texto matinal, alors que je sirote un café amer sur le balcon étroit surplombant une cour intérieure fleurie. Marie, qui m'héberge avec une générosité maternelle, roule des yeux en lisant par-dessus mon épaule. Ne réponds pas. C'est du classique, il utilise les autres pour te culpabiliser. Et elle a raison, Antoine tisse une toile de manipulation, transformant nos amis en messagers involontaires, les harcelant avec des appels tardifs où il joue la victime éplorée. Dites-lui que je changerai, que sans elle je suis perdu, implore-t-il, sa voix brisée feinte traversant les haut-parleurs comme un appel au secours théâtral. Mais ce n'est que le début. Les fleurs arrivent le lendemain, un bouquet extravagant de roses rouges livré à l'agence où je travaille, accompagné d'une carte manuscrite d'une calligraphie soignée, revient, Élise. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Pardon pour tout. L'odeur capiteuse des pétales emplit le bureau ouvert, attirant les regards curieux de mes collègues qui murmurent des compliments. Quel romantique, ton mari, lance l'une d'elles, ignorant le contexte. Je fixe les fleurs, sentant une nausée monter non pas de dégoût, mais d'une rage contenue. C'est une arme, un geste calculé pour me ramollir, me rappeler les bons moments. Suivent des lettres d'amour feintes, glissées sous la porte de Marie ou envoyées par courrier express, des pages remplies de promesses vides, je jure de couper tout contact avec elle, de me consacrer à nous. Mais entre les lignes, je lis la manipulation, il alterne entre supplications larmoyantes et menaces voilées, comme dans ce message vocal laissé sur mon répondeur, si tu ne reviens pas, tu regretteras de m'avoir humilié publiquement. Pense à ce que diront les gens de toi. Sa voix, habituellement suave, porte une note menaçante qui me glace le sang,
mais au lieu de me terrifier, elle allume une flamme de défiance en moi. Un soir pluvieux, alors que la pluie martèle les fenêtres de l'appartement de Marie comme un rythme funèbre, on sonne à la porte. C'est lui, Antoine, debout sur le palier, les cheveux trempés collés au front, son manteau dégoulinant formant une flaque à ses pieds. Il feint le remords absolu, ses yeux larmoyants brillant sous la lumière jaunâtre du couloir. « Pardonne-moi, Élise. Sans toi, je suis perdu, un homme brisé. » Il avance une main tremblante, comme pour caresser ma joue, mais je recule, le seuil devenant une barrière invisible. Son parfum familier, un mélange de bois de santal et de trahison envahit l'espace, ravivant des souvenirs douloureux de nuits partagées. « Regarde-moi, chérie. Souviens-toi de nos voyages, de nos rires. » Il essaie de me culpabiliser, invoquant notre passé comme un bouclier, pense à notre vie ensemble, à nos amis qui nous enviaient. « Tu vas tout détruire pour une erreur ?» Ces mots sont des flèches empoisonnées, visant mon cœur encore tendre. Marie se tient derrière moi, prête à intervenir, mais je reste stoïque, ma voix ferme comme un roc. « Tes mots ne m'atteignent plus, Antoine. Va-t'en. » Il insiste, passant à la phase désespérée, larmes coulant sur ses joues, genoux à terre dans une parodie de proposition. Mais je ferme la porte doucement, le cœur battant, sentant pour la première fois une force inébranlable me traverser, comme un courant électrique fortifiant mes veines. Les amis, informés par ma révélation, commencent à le rejeter un à un. Julien lui raccroche au nez lors d'un appel, Sophie bloque son numéro après un message trop insistant. Sophie, ironie du sort, la même prénom que sa maîtresse me confie plus tard, il a essayé de me convaincre que tu exagérais, mais après ce que tu as montré, c'est impardonnable. La maîtresse en question, cette Sophie des emails, le quitte abruptement après le scandale qui se propage comme une traînée de poudre dans notre cercle social. Des rumeurs circulent, des amis communs partagent les preuves que j'ai envoyées en privé, et bientôt, son employeur à la banque entend parler de son comportement instable. Antoine perd son emploi suite à ses échos indiscrets, un licenciement pour faute masquant les vraies raisons, comme un adultère qui a entaché sa réputation professionnelle. Il sombre, isolé dans notre appartement vide où les échos de nos disputes passées hantent les pièces. Sa tentative de reconquérir le contrôle échoue lamentablement, chaque rejet renforce ma résolution, comme un mur qui s'épaissit brique par brique. J'y commence une thérapie hebdomadaire, dans un cabinet cosy du Marais aux fauteuils en velours et aux plantes vertes apaisantes. La thérapeute, une femme aux lunettes rondes et à la voix douce, m'aide à identifier les schémas d'abus, c'est du narcissisme classique, Élise. Il vous manipulait pour se sentir supérieur. Séance après séance, je dissèque mes émotions, transformant la douleur en compréhension. Chaque appel rejeté d'Antoine, des numéros masqués qui sonnent comme des alarmes renforce ma détermination, je les ignore, sentant une paix intérieure grandir. Un jour, il escalade, il m'accuse publiquement sur les réseaux sociaux, postant un long message sur Facebook où il me dépeint comme une femme vindicative, elle m'a trahi, m'a humilié devant tous pour une faute que je regrette. Priez pour nous. Les likes affluent au début, de connaissances superficielles, mais vite, les commentaires se retournent contre lui. Nos amis interviennent, c'est toi le menteur, Antoine. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Marie partage un lien vers un groupe de soutien aux victimes d'abus, et bientôt, l'opinion publique, ce microcosme de notre cercle parisien, le condamne. Il supprime le post, mais le mal est fait, il est isolé, un paria dans les dîners qu'il organisait autrefois. Cette phase me fortifie comme un feu qui durcit l'acier. Je me sens invincible, transformant sa manipulation en carburant pour mon indépendance. Chaque fleur fanée devient un rappel de ma force, chaque menace un écho de sa faiblesse. Nos amis me soutiennent avec une loyauté touchante, des dîners improvisés chez Marie où on rit de ses tentatives pathétiques, des promenades au jardin des Tuileries sous un ciel d'automne où Julien me dit « Tu es plus forte que lui, Élise. Tu nous inspires. » Il me rappelle ma valeur, effaçant les doutes qu'il avait semés. Antoine, de son côté, sombre dans le regret authentique, trop tardif, des amis me rapportent qu'il erre seul dans les bars du quartier, murmurant mon nom entre deux verres de whisky. Il est brisé, dit-on, mais je ne ressens plus de pitié, seulement une fermeture définitive. La bataille est dure, un combat émotionnel où chaque jour est une victoire, je gagne terrain, émergeant plus résiliente, une femme qui se dresse contre l'oppression émotionnelle avec une grâce conquérante. Les semaines passent, et je reconstruis petit à petit. Au bureau,
Mes designs reprennent vie, inspirés par cette nouvelle énergie des visuels audacieux pour une campagne de mode, où les couleurs vives symbolisent ma renaissance. Le soir, chez Marie, je cuisine pour nous deux, des plats simples comme une ratatouille provençale aux légumes frais du marché, riant de nos anecdotes. Antoine tente une dernière fois, un email long, suppliant, mais je le supprime sans l'ouvrir, sentant une libération totale. Il est trop tard, sa chute est inévitable, la mienne une ascension. Paris, avec ses lumières éternelles et ses rues bruissantes, devient le témoin de ma transformation. Je ne suis plus sa victime, mais une phénix émergeant des cendres, prête à voler seule. Cette réaction de Marie déchue n'a fait que me renforcer, transformant la douleur en pouvoir, la trahison en triomphe personnel. Les mois passent comme un fleuve tranquille après la tempête, emportant avec eux les débris de mon ancien mariage, laissant place à un paysage neuf et vibrant. Divorcé officiellement depuis 3 mois à un jugement rendu dans une salle d'audience froide du palais de justice, où l'avocate a plaidé ma cause avec une précision chirurgicale, exposant les preuves irréfutables de trahison et d'abus émotionnels, je déménage dans un petit appartement à Montmartre, ce quartier bohème de Paris où l'air semble imprégné de créativité et de liberté. L'immeuble est ancien, avec un escalier en colimaçon aux marches usées par des siècles de pas artistes, et mon studio au dernier étage offre une vue imprenable sur les toits en ardoise et la silhouette blanche du Sacré-Cœur qui se découpe contre le ciel changeant. Les murs sont peints en blanc crème, et j'ai disposé mes meubles avec soin, un lit douillet au drap en lin frais, une table en bois récupérée dans une brocante, et des étagères remplies de livres d'art et de carnets à dessin. Autour de moi, des voisins artistes, un peintre abstrait qui joue du saxophone tard le soir, une sculptrice aux mains tachées d'argile infuse le quotidien d'une énergie contagieuse. Le matin, je descends la rue des Abbesses, sentant l'odeur des croissants chauds des boulangeries et le bourdonnement des conversations aux terrasses des cafés, et je me sens enfin chez moi, libérée des chaînes invisibles d'un mariage toxique. Professionnellement, je lance ma propre agence de graphisme, un rêve que j'avais enfoui sous les critiques constantes d'Antoine. Elise Design, naît dans un espace coworking lumineux du quartier, où des freelances comme moi partagent des idées autour de machines à café high-tech. Mes créations sont inspirées par ma résilience, des logos audacieux pour des startups éco-responsables, des affiches vibrantes pour des festivals culturels, où les couleurs explosent comme ma nouvelle joie de vivre. Je passe des heures devant mon écran, manipulant des formes et des typographies avec une passion renouvelée, sentant chaque projet comme une affirmation de mon talent. Les clients affluent, attirés par mon portfolio en ligne qui raconte implicitement mon histoire, des designs qui évoquent la transformation, le renouveau. Un soir, après avoir clôturé un contrat majeur avec une marque de mode éthique, je rentre chez moi avec un sentiment d'accomplissement pur, le vent d'automne caressant mon visage, les lumières des réverbères dansant sur les pavés. Les amis fidèles restent un pilier inébranlable, formant un réseau de soutien qui me porte comme un filet de sécurité. Marie organise des dîners improvisés dans son appartement, où nous rions de mes anecdotes de célibataire neuve. Julien m'invite à des expositions, me rappelant que la vie est un canevas à peindre. Leur présence efface les doutes résiduels, me rappelant que je ne suis pas seule dans cette renaissance. J'y voyage seule en Provence, un périple que j'entreprends un week-end d'automne, prenant le TGV depuis la gare de Lyon avec un sac à dos léger et un cœur ouvert. Les paysages défilent, champs de lavande fanés mais encore odorants, village perché aux pierres dorées par le soleil couchant. À Avignon, je loue une petite voiture et sillonne les routes sinueuses, m'arrêtant dans des marchés locaux où l'air est saturé d'arômes de fromage frais, d'olives marinées et de pain croustillant. Je déambule entre les étals, goûtant une figue juteuse offerte par un vendeur souriant, sentant le soleil tiède sur ma peau. Les vignobles de Châteauneuf-du-Pape m'accueillent pour une dégustation solitaire, où je sirote un vin rouge corsé, contemplant les rangs de vignes s'étendant à l'infini, symbole de croissance patiente. La solitude, autrefois effrayante comme un vide abyssal, devient une alliée précieuse. Elle me permet d'écouter mes pensées sans interférence, de redécouvrir le plaisir simple d'une promenade au crépuscule, où le chant des cigales cède la place au silence étoilé. De retour à Paris, je rencontre de nouvelles personnes lors d'événements networking ou de vernissage, un photographe charmant qui me complimente sur mon travail, une entrepreneuse avec qui je partage des idées autour d'un verre de vin. Mais sans urgence, ma priorité est moi-même, cultiver cet espace intérieur que j'ai reconquis. Les nuits solitaires dans mon appartement de Montmartre sont emplies de réflexions, pas de larmes. Allongé sur mon lit, écoutant le murmure distant d'un accordéon joué par un musicien de rue,
je laisse mes pensées vagabonder, sur les leçons apprises, sur la force que j'ai découverte en moi. J'écris un journal intime, un rituel quotidien où je transforme ma douleur en force. Les pages se remplissent de mots cathartiques, descriptions détaillées des humiliations passées, contrastées avec mes victoires présentes, un contrat gagné, un sourire authentique dans le miroir. Aujourd'hui, j'ai dit non à un client exigeant, et le monde ne s'est pas effondré, note-je un soir, la plume glissant sur le papier texturé, sous la lueur chaude d'une lampe de chevet. Ce journal devient mon thérapeute personnel, un miroir qui reflète ma croissance, effaçant les cicatrices émotionnelles. Une entrée à la fois. Un soir, lors d'une exposition d'art contemporain dans une galerie branchée du Marais, aux murs blancs immaculés et aux spots lumineux mettant en valeur des toiles abstraites, je croise Antoine par hasard. La foule bourdonne autour de nous, verre de champagne à la main, conversation animée sur les influences cubistes. Il apparaît soudain, au détour d'une sculpture minimaliste, semblant diminuer, vieilli, ses cheveux grisonnants aux tempes, des rides creusées autour des yeux, son costume autrefois impeccable maintenant froissé. « Élise » murmure-t-il, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Je suis désolé, vraiment. J'ai tout perdu à cause de mes erreurs. Ses yeux, autrefois manipulateurs, portent maintenant une tristesse authentique, un regret qui semble le ronger de l'intérieur. Je sens un pincement au cœur, un écho distant de notre passé, mais je souris calmement, une paix profonde m'envahissant. Je te pardonne, Antoine, mais je ne reviens pas. Notre chapitre est clos. Il hoche la tête, les épaules affaissées, et s'éloigne dans la foule, une ombre parmi les vivants. Ce moment scelle ma victoire, plus de colère bouillonnante, juste une paix sereine, comme un lac après l'orage. Je trouve l'amour en moi, cultivant l'indépendance comme un jardin précieux, arrosant chaque jour mes aspirations personnelles. Des hobbies émergent naturellement, comblant les vides avec une joie pure. Je m'inscris à des cours de yoga dans un studio zen de Montmartre, où les postures fluides Downward Dog, Warrior Pose libèrent les tensions résiduelles de mon corps, le tapis moelleux absorbant ma sueur et mes doutes. La peinture devient une passion, je passe des après-midi dans mon atelier improvisé, pinceau en main, mélangeant des acryliques vifs sur une toile blanche, créant des abstractions qui représentent ma résilience. Tourbillon de bleu pour la tristesse passée, éclat de jaune pour l'espoir naissant. Des cours de cuisine pour moi seul, dans une école culinaire du quartier latin, où j'apprends à préparer des plats sophistiqués comme un risotto aux truffes, savourant chaque bouchée en solitaire, accompagné d'un verre de vin choisi avec discernement. Ma confiance rayonne comme un phare, les hommes me courtisent lors de ces activités. Un yogi aux yeux verts qui m'invite à un café, un artiste qui admire mes toiles, mais je choisis avec discernement, flirtant sans engagement, priorisant mon équilibre intérieur. Et la trahison passée m'a forgé comme un métal trempé au feu, me rendant imperméable à la manipulation. Je reconnais maintenant les signes subtils, un compliment trop flatteur, une critique voilée, et je m'en protège avec une assurance tranquille. Je m'engage dans des associations contre les violences conjugales, volontairement dans un centre d'accueil du 18e arrondissement, où j'écoute les histoires de femmes comme moi, partageant mon parcours pour les inspirer. Vous n'êtes pas seul, dis-je à une jeune femme aux yeux hantés, serrant sa main dans la mienne, sentant une connexion profonde qui guérit aussi mes blessures. Ma vie est redéfinie, libre comme l'air parisien chargé de promesses, autonome dans mes choix quotidiens, épanouie dans une existence que je façonne à mon image. Paris, autrefois une prison dorée aux barreaux invisibles, devient mon terrain de jeu infini, je flâne le long de la Seine au coucher du soleil, où les reflets dansent comme des rêves, je danse dans des clubs jazz du quartier latin, le rythme pulsant dans mes veines, je grimpe les marches de Montmartre au lever du jour, embrassant la ville qui s'éveille. Je regarde l'avenir avec espoir, sachant que j'ai surmonté l'humiliation publique, la trahison profonde, pour émerger plus forte, une femme complète en elle-même. La fin n'est pas amère, un goût fade de regret, c'est un nouveau chapitre radieux, où je suis l'héroïne de ma propre histoire, écrivant les pages avec une plume trempée dans l'encre de ma résilience. Les nuits d'hiver approchent, mais mon cœur est chaud, illuminé par la lumière intérieure que nul ne pourra plus éteindre.